Bonjour à tous. Honneur ne saurait être plus grand de recevoir une présidente de la République, chef de l'État le plus connecté au monde. Un État avec seulement 1 300 000 habitants et pourtant la référence dans presque tous les domaines au plan digital, l'administration, l'état civil, le vote. La présidente de la République d'Estonie, l'invitée de CEOMAG de passage à Dakar. Bonjour Kersti Kailulaid. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs aussi. Merci d'être chez nous à Dakar. Mais c'est normal que les pays qui sont la même entrée dans le monde, les entrées de développer le pays, développer le numérique, développer les droits de l'homme, développer les libertés d'économie qu'ils se discutent, c'est pour ça que je suis là. Il n'y a rien à remercier en fait. Justement, nous allons en parler pendant 15 minutes, Madame la Présidente. Surnommée la perle du numérique balte, le pays du tout numérique ou de la jeune nation, l'Estonie fait des envieux dans toute l'Europe. Tout semble vous réussir finalement dans la numérisation. Mais c'est quoi votre secret? Notre secret, je pense qu'il y a 20 ans, on a commencé à comprendre que dans le secteur privé il y a beaucoup de développement pour efficacité. Et tous ces développements ont été liés au numérique, au digital, les opportunités de travailler sans papier, les opportunités de connecter sans aller dans un office ou une place. Et on a vu que quand on n'a pas eu beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, ça peut nous donner un État efficace qui peut offrir les services à nos citoyens qui sont de meilleure qualité que dans le monde analogue et qui ne coûtent pas si cher. C'est pour ça qu'on a commencé. Mais justement, j'ai lu sur Internet qu'un citoyen, par exemple estonien, peut s'inscrire comme ça sur Internet sans même aller au centre d'état civil dès la naissance. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Mais c'est vrai. En fait, le seul service qu'on ne peut pas avoir sur ligne, c'est se marier. Et c'est par choix, bien sûr. Techniquement, c'est possible. Mais autrement, oui. Quand un bébé est né en Estonie, le médecin entre l'information sur ce bébé, les parents, comme ça, le bébé, une fille, un garçon, toute cette information. Et déjà, le registre civil a créé une identité digitale ou numérique pour cet bébé. Donc maintenant, les parents peuvent se joindre sur ligne dans notre réseau public et ajouter un nom à ce bébé. Et voilà, un citoyen numérique est né. Maintenant, on peut commencer à enregistrer ce bébé dans les crèches, dans les écoles, demander les services sociaux. Tout ça marche sur ligne chez nous, oui. Mais comment éviter la fraude? Mais c'est simple, parce qu'on a beaucoup de registres où les parents ont donné leur adresse, leur salaire, par exemple, et toute cette information est tout le temps vérifiée dans un registre, dans un autre registre. Il n'existe pas une opportunité de se présenter deux fois à notre système parce qu'on n'a qu'un code identifiant, un passeport numérique. Donc, ce n'est pas possible de demander deux fois dans deux places parce que tous les registres sont liés. Donc, le numérique aide en fait d'éviter les fraudes. Mais en attendant de visiter votre pays, Madame la Présidente, l'Estonie, chez vous, ça se passe comment? Est-ce que vous avez des passeports, disons, matériels ou tout est vraiment numérique, comme on le dit? Bien sûr qu'on a aussi le passeport classique parce que dans tout le monde analogue, ça ne marchera pas si on utilisait seulement notre passeport numérique. Mais même notre passeport numérique a un côté physique. On utilise ça pour voyager dans l'Union européenne aussi. Mais en fait, l'identité numérique, c'est qu'un chip sur notre carte d'identité. C'est unique, c'est lié à moi et ça marche avec ce chip et avec deux codes de sécurité. Donc, c'est mieux protégé que notre passeport analogue parce que si on présente notre passeport analogue, aucune chance que quelqu'un demande quel code secret ou quelque chose pour vérifier si c'est vraiment votre passeport. Mais avec une identité numérique, il y a cette
nouvelle opportunité de vérifier si quelqu'un qui se présente est vraiment ce qu'il dit. Donc, ça marche comme ça. Et c'est mieux. Et moi, je voudrais bien que tout le monde, globalement, ait une opportunité pour identité numérique parce que il faut dire que nos citoyens et nos entreprises, ils actent ou transactent sur ligne quand même, mais ils sont normalement sans une sécurité de passeport. Dans le monde analogue, on n'imagine pas qu'on peut rester sans la sécurité d'identification. Mais dans le monde numérique, ça existe. Il n'y a que Amazon, Google et Facebook qui nous donnent une opportunité d'identifier nous dans l'Internet. Mais ils n'ont pas de pouvoir d'espace légal qui est par définition aux États. Donc c'est seulement un État qui peut créer un système légal où l'identité numérique est supportée et garantie. Justement, parlant de légalité et parlant des GAFA ou des GAFAM pour intégrer Microsoft maintenant, on sait qu'en Europe, on ne vous apprend rien. Vous êtes bien sûr membre de l'Union européenne depuis 2004. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique devrait faire par rapport à ces GAFAM? On sait qu'en Europe, on veut les taxer. L'Afrique devrait faire comment aujourd'hui pour tirer profit un peu de ces géants qui font énormément de profit dans nos pays? En fait, c'est vrai qu'il faut discuter dans les organisations multilatérales comment changer notre système d'impôts, parce que ce n'est pas seulement le GAFA qui travaille dans les pays qui n'existent pas physiquement. Mais ils sont les plus importants en termes de revenus. C'est vrai, mais ça arrive assez rapidement que tout le monde peut travailler dans les autres pays. Par exemple, quelqu'un peut travailler dans le secteur comptabilité d'ici, travaillant en Estonie. C'est pas impossible aujourd'hui techniquement, mais c'est impossible parce qu'on n'a pas réglé comment on va supporter nos citoyens travaillant globalement et c'est ça qu'on doit penser déjà. Ce qu'on fait maintenant en discutant comment taxer les GAFA, c'est qu'on patch ce système. Il y a beaucoup de chances déjà qui travaillent dans 5 entreprises en même temps qui sont quelqu'un dans l'UE, quelqu'un en Afrique, quelqu'un en Australie peut-être. Comment avoir un système adapté à ce monde où tout le monde est indépendant, où il ne faut pas même aller dans un office ou une entreprise de trouver du travail, où le travail est défini totalement différent. Comment on paie un peu si on est un YouTuber ou un influencer? Il faut penser à tout ça aussi. Mais en ce qui concerne GAFA, c'est vrai que les États disent qu'ils ont pris trop de pouvoir, mais c'est juste parce qu'il y a un manque dans le secteur public. Les gouvernements n'ont pas donné l'identité numérique aux leurs citoyens, n'ont pas été présents dans ce domaine numérique. Il y a l'Estonie, le Belge, le Luxembourg, la Finlande, l'Islande, Danemark qui ont un peu présent. L'Estonie peut-être le plus de ces pays mentionnés. Mais les gouvernements ont manqué ce développement et les GAFA ont pris ces pouvoirs parce que c'était une nécessité, parce que bien sûr que les gens utilisent le numérique. Justement, parlant de numérique, d'identité Oui. numérique, on reste toujours sur l'exemple de votre pays, Madame la Présidente. Est-ce que moi, Ousmane Gueye, au Sénégal, puisqu'on parle de carte d'identité numérisée, en fait plus que numérisée, électronique carrément, est-ce qu'il peut être citoyen de votre pays à partir de Dakar, dès lors que la géographie cesse en fait quand on parle d'Internet et de numérique? Citoyen, non, mais résident, oui. Et résident, vous pourrez être. Ah bon? Oui, il existe un système quand tout le monde peut demander une carte et résidence d'Estonie. Ça vous donne une possibilité, une opportunité s'identifier aux autres utilisateurs de ce système. Il y en a beaucoup, il y a, je pense que 50 000 gens qui sont résidents d'Estonie, ils viennent de Sud-Corée, des pays de l'Europe, aussi d'Afrique, ils existent. Donc, je vais devoir donc faire les procédures. Allez dans le site internet de nos offices de police et faites votre demande. Il y a aussi une vérification de votre identité.
Et ça vous donnerait aussi une opportunité de créer une entreprise en Estonie qui est une entreprise européenne. Peut-être vendre vos biens par cette entreprise, mais un mot, c'est pas un paradis d'impôt, c'est un système vraiment transparent. Notre office d'impôt... Un paradis fiscal, comme on dit. Oui, il faut payer les impôts, les taxes et notre office de taxes parle avec tous les autres dans le monde. On vous comprend, digital mais légal, c'est ça l'Estonie? Oui, digital mais légal. Et qu'est-ce que l'Afrique pourrait tirer de vous comme leçon, par exemple, pour le digital? On sait que, je vous le rappelle, le Sénégal a mis au point sa stratégie digitale en 2016. Nous en serons bientôt à 3 ans avec la perspective un peu de janvier. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal devrait apprendre de vous? Quelque chose que vous avez déjà, et ce n'est pas pour tout le monde globalement. C'est quoi? C'est l'espace légal pour faire les services numériques. Ce qui manque encore, c'est une seule plateforme pour tous les services publics et privés. Mais j'ai vu... Autrement dit, expliquez-nous clairement. C'est ça. On a une plateforme où on peut connecter avec notre carte d'identité aux résidences, en cas si vous n'êtes pas de citoyen. Et par cette plateforme, vous pourrez accéder à services bancaires, à services sociaux, à services privés, tout type de services. C'est assez libre pour tout le monde de développer les services qui sont liés à ces plateformes. Mais ces plateformes vous donnent une opportunité d'identifier et garantir la légalité des processus. C'est ça. Et c'est important que c'est la même chose pour le public et le privé, parce qu'autrement, les citoyens ne peuvent pas avoir tout cet environnement numérique pour leur acte dans notre société. Par rapport toujours à cette stratégie Sénégal numérique 2025, la SN 2025 comme on l'appelle à Dakar, on sait que au cœur de ce document-là, il y a la formation des ressources humaines. Chez vous, ça se passe comment, l'éducation digitale dans les écoles? Ça ne commence pas avec l'éducation digitale, mais seulement l'éducation. Notre système éducatif, c'est vraiment inclusif. On n'a que les écoles publiques. Ces écoles publiques sont assez bien s'ils sont dans la capitale ou dans un petit village. Donc, tous les enfants, indépendants des salaires de leurs parents où ils habitent en Estonie, ont une opportunité d'aller jusqu'à les universités, les meilleures universités d'Estonie. Et c'est gratuit. Ça nous coûte cher, 7% de nos PIB. Pour avoir ça, il faut payer les impôts, vraiment. Notre base d'impôts est grande. Tout le monde paie beaucoup des impôts, mais c'est pour ça qu'on a ce système éducatif, donc on a toujours l'espoir pour nos enfants. Votre pays, Madame la Présidente, détient le record mondial du nombre de start-up par habitant, un secteur numérique. Ce secteur représente 6,8% du PIB, soit près de 2000 services disponibles en ligne. Comment abordez-vous la sécurité de toutes ces données sensibles-là? C'est l'identité qui donne sécurité dans le numérique, mais aussi cette identité, c'est juste, moi je nomme ça cyberhygiène, et c'est comme l'hygiène normale, nous lavons nos mains tout le temps pour ne pas prendre les bactéries et tomber malade. Donc dans l'économie numérique, il faut utiliser l'identité sûre tout le temps pour rester en sécurité. C'est exactement la même chose, la cyberhygiène. Donc on doit avoir les moyens, les opportunités, c'est l'identité. Et après ça, il faut qu'on garde cette identité comme quelque chose qui nous protège dans le numérique. Bien sûr, on utilise aussi les services qui n'ont pas sûrs et sécurisés par l'identité, comme Facebook par exemple, mais on sait que ce n'est pas sûr. Et aussi, l'Estonie essaie de trouver une place dans le Conseil de sécurité de l'ONU.
pour prendre les choses numériques plus sur table, en main et aussi sur table quand on discute les conflits. Parce que on est sûr que déjà aujourd'hui, chaque conflit a un côté numérique s'il y a un état numérique. Donc si on parle même de cyberguerre carrément, de cyberattentats aussi. Oui, cyberguerre ou cyberattaque, c'est pas si important comment on donne le nom, mais c'est vrai que c'est possible d'heurter les pays par voie cyber maintenant. Il faut prendre ça aussi sur la table quand on discute la régulation des conflits. Très rapidement, côté élection, comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à faire voter vos citoyens via le numérique? Ça se passe comment? C'est tellement important d'ailleurs cette question d'élection en Afrique, vous comprenez? Oui, mais il faut comprendre une chose. On ne commence jamais à offrir les services. Le premier service ne devrait pas jamais être l'élection. Parce que ça demande plus de compréhension par la population, comment ça marche, et aussi plus de confiance dans cette service. Du numérique en fait. Oui, une culture de numérique. Donc c'est mieux commencer avec la registration dans la crèche, l'école, les services sociaux. Et quand les citoyens ont usé de garder leur sécurité, leur identité sécure, aussi on peut commencer à utiliser les mêmes choses, le même système pour le vote. Et exactement, c'est ce qui est important. Le même système. Parce que quand moi j'entre dans notre environnement numérique public, personne ne sait. Est-ce que je vais juste vérifier quelque chose sur le registre ou je vais voter? Donc c'est difficile à influencer ou à pirater ou faire quelque chose comme ça. Justement, question d'autant plus d'actualité que le Sénégal se dirige en fait vers une élection présidentielle le dimanche 24 février 2019. Ailleurs en Afrique, c'est la même question, les élections et tout le temps, comme vous suivez notre actualité, il y a des contestations. En quoi est-ce que le numérique pourrait aider aujourd'hui à diminuer un peu, disons, toutes ces tensions autour de l'élection? Premièrement, je vous souhaite bonne chance avec les élections. Vous êtes un pays démocratique et c'est très important, bien sûr, que les citoyens ont confiance dans votre système électoral. Mais comme j'ai déjà dit, ne commencez pas par le vote électronique, mais on peut peut-être commencer par un registre de citoyens électroniques parce que si on a ça déjà, que tous les gens ont leur identité numérique, c'est plus simple à vérifier toutes les listes électorales, toutes les listes où devrait voter dans votre pays. Et prochaine fois, quand vous avez déjà un registre de citoyens, c'est plus simple d'organiser les élections. Et aussi, si vous avez une identité numérique, peut-être il y a 10 ans ou 20 ans, quand vous êtes usé d'utiliser ça, vous pourrez utiliser ça pour voter. Mais aussi, il faut penser de ça, que votre culture de démocratie ne change pas seulement parce que vous passez à numérique. Votre culture de démocratie restera la même aussi dans le numérique. Donc, le numérique ne prend soin des problèmes si vous avez les problèmes. Le numérique peut seulement faire le système plus transparent et plus simple pour les citoyens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Très rapidement, Madame la Présidente d'Estonie, très rapidement, c'est concernant le volet économique. On sait que vous ne manquez pas de compagnie. Vous êtes venu avec des agents économiques de votre pays, des entreprises. J'ai échangé tout à l'heure avant de passer devant ce micro avec une de vos conseillères économiques. Qu'est-ce que vous attendez du Sénégal concrètement côté économie et qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre pays? Nos entreprises sont très en demande en ce moment de développer les services dans les autres pays, dans les pays de Golfe, dans les pays d'Afrique. Et ils sont prêts à faire ça. Mais pour faire ça, il faut avoir les projets concrets. S'il y a juste une vente demande qu'on veut un état numérique, ça n'aide pas. Il faut avoir les projets concrets, par exemple, le registre des citoyens, les registres des entreprises, les registres des droits immobilières, par exemple. Ce sont les bonnes places à commencer. S'il y a les projets concrets, il y a aussi le côté de l'Union européenne, le support de l'Union européenne, numérique pour développement, Digital for Development, par exemple, au Sénégal est aussi une partie.
et les autres programmes qui peuvent t'aider à développer ces côtés. Mais premièrement, c'est à vous à discuter et décider qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. Ce n'est pas pour nous à dire, pas pour notre entreprise, mais ils sont prêts à aider. Madame la Présidente CIOMAG, je vous remercie. Merci pour vous, pour être si intéressé de notre pays. Merci.